Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir et c'est le sprint final. Les deux candidats vont se battre jusqu'au bout. Hillary Clinton et Donald Trump tiennent leur dernier meeting après une folle campagne. Et quel que soit le vainqueur, les conséquences économiques et commerciales pour l'Europe, pour la France seront importantes. C'est le thème du match des idées qui opposera les économistes Philippe de Sertine et Thomas Porcher. Dans l'actualité politique, l'émiettement de la gauche chez les Verts. Yannick Jadot, désigné candidat à la présidentielle. À la gauche de la gauche, Jean-Luc Mélenchon n'obtient pas l'aval des cadres du Parti communiste. Chez les socialistes, les doutes sont toujours aussi importants sur la légitimité d'une candidature de François Hollande. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron continue de se préparer. Quel paysage à gauche? Le débat est à suivre. Enfin, à l'international, les offensives anti-djihadistes se poursuivent sur Mossoul en Irak et Raqqa en Syrie. Des batailles militaires décisives et une guerre de mouvements géopolitiques avec beaucoup d'intérêts en jeu. Sur ce sujet, notre invité pour le grand entretien, le diplomate et spécialiste Yves Aubin de la Messusière, auteur du livre Monde arabe, le grand chambardement. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre. Notre hashtag OVPL pour vos réactions et questions. Et avant d'accueillir mes premiers invités, le tour d'horizon de l'actualité politique du jour. Yannick Jadot remporte la primaire d'Europe Écologie Les Verts avec 54% des voix face à Michel Rivasi. Il représentera le parti pour la présidentielle de 2017. Les écologistes viennent de me désigner comme leur candidat à l'élection présidentielle. Je veux les en remercier chaleureusement. Je veux remercier évidemment aussi Michel Rivasi, Cécile Duflot et Karima Delli pour la qualité de cette primaire. Ces dernières semaines, nous avons su démontrer notre respect mutuel et la force du projet que nous portons. Ensemble, avec les militantes et les militants d'Europe Écologie Les Verts, avec toutes les personnes qui croient en l'écologie politique, nous allons construire la campagne présidentielle comme une aventure collective. Polémique. Nouveau couac au sein du gouvernement à propos du TES, ce fichier qui contiendra les données personnelles des Français. La secrétaire d'État au numérique, Axelle Lemaire, dénonce un décret pris en douce par le ministère de l'Intérieur. Le Conseil national du numérique fait part de sa préoccupation. Il demande la suspension de la mise en œuvre du fichier. Bernard Cazeneuve assure pour sa part que toutes les garanties avaient été prises pour protéger les données des Français. Environnement. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes pourrait ne pas voir le jour. Le rapporteur public a demandé aujourd'hui l'annulation des arrêtés de construction de l'aéroport. Ces arrêtés ne respectent pas le code de l'environnement. Une centaine d'espèces protégées seraient menacées. La Cour administrative d'appel, qui suit généralement les avis du rapporteur public, devrait se prononcer sous 15 jours. Primaire à droite. Si vous pensez que la France est dans une situation très difficile, alors vous pensez comme moi. Et si ce diagnostic sombre que nous faisons de notre pays et de son déclassement, si ce diagnostic vous le partagez, alors l'alternance que nous voulons, c'est une alternance forte. Si on pense que les problèmes que nous avons à affronter ne sont pas des problèmes difficiles, alors on peut partir pour une alternance molle. Territoire. Le gouvernement veut remodeler Paris en supprimant le statut départemental de la capitale et en fusionnant les 4 premiers arrondissements. Cette fusion, souhaitée par Anne Hidalgo, est loin de convaincre les élus de droite de Paris. Derrière la fusion de ces 4 arrondissements, il y a d'autres découpages électoraux qui peuvent avoir lieu. C'est un début, pour commencer. Deuxièmement, c'est une loi de circonstance, c'est-à-dire qu'à quelques mois de la perte du pouvoir, on veut consolider l'un des derniers bastions, je dirais, du pouvoir sortant et à faire un aménagement sur mesure à Madame Hidalgo. La question du statut du Grand Paris, cette fois, s'est également invitée dans la primaire de la droite. Alain Juppé et Nicolas Sarkozy sont d'accord sur un point, la suppression de la métropole. Elle avait été pourtant votée sous le mandat de l'ancien président et remaniée par la gauche en 2015. International. Le Maroc accueille la 22e conférence sur le climat, 3 jours après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris.
Ségolène Royal a passé le flambeau au ministre marocain des Affaires étrangères, Salah Eddine Mezouar, et a fixé 2 priorités, mettre en œuvre l'accord de Paris et soutenir le continent africain. Sur les 50 pays les plus meurtris par le réchauffement climatique, 36 se situent en Afrique subsaharienne. D'ici 2050, la population sur ce continent va doubler et atteindre plus de 2 milliards d'habitants. Une course contre la montre est désormais engagée. Et dans l'actualité politique, l'émiettement de la gauche. Chez les Verts, Yannick Jadot vient d'être désigné candidat à la présidentielle. À la gauche de la gauche, Jean-Luc Mélenchon n'obtient pas l'aval des cadres du Parti communiste. Au PS, les doutes sont toujours aussi importants sur la légitimité d'une candidature de François Hollande. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron continue de se préparer et de marcher. Sacré paysage à gauche, on en parle avec nos invités ce soir. Maud Vergnol, bonsoir. Et bienvenue, éditorialiste à l'Humanité. Avec nous également Christelle Bertrand. Bonsoir. Journaliste politique auprès du site d'information Atlantico. Hélène Pilchowski nous accompagne. Bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste politique. Et face à vous, Frédéric Dabi. Bienvenue et bonsoir. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'IFAP. Alors, mesdames, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, on va revenir justement sur ce paysage à gauche, émietté, fragmenté. On voit tout cela avec Stéphane Amalian. La gauche avance, mais en ordre dispersé pour la présidentielle. Du côté du Parti socialiste, les tensions se cristallisent autour de la candidature toujours hypothétique de François Hollande. Le chef de l'État, fragilisé par les révélations des journalistes du Monde, doit faire face aux critiques dans son propre camp. Certains ministres, et non des moindres, envisagent même une candidature valse pour 2017. Le dernier en date, Jean-Yves Le Drian, ministre fidèle au président, considère le Premier ministre comme candidat naturel si François Hollande n'y va pas. Plus à gauche, le Parti communiste ne devrait pas soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. L'appel de Pierre Laurent n'a pas été entendu par la direction du parti. Une décision qui devrait diviser un peu plus les voix de la gauche lors du premier tour de la présidentielle. Mais pas de quoi décourager le leader de la France Insoumise qui est candidat déclaré depuis plus d'1 an. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot remporte la primaire. Son objectif, construire les victoires aux législatives et aux municipales et défendre une nouvelle écologie politique. Mais ce sera sans alliance avec le PS. Voilà, et c'est la dernière information, puisque ce soir, du côté d'Europe Écologie Les Verts, eh bien, il y a donc le candidat écologiste pour la présidentielle, Yannick Jadot. On ne va pas jouer au jeu des pronostics, Frédéric Dabi, mais les dernières candidatures vertes n'ont pas fait des étincelles au présidentiel. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Oui, elles ont pâti du réflexe de vote utile en faveur du Parti socialiste en 2007 et surtout en 2012. Le dernier score important pour un candidat vert à l'époque, c'était Noël Mamère en 2002, dans un contexte un peu comme celui-là, de dispersion extrême des forces de gauche. Et Noël Mamère avait obtenu 5%. Là, ce qui frappe quand on voit votre reportage, c'est qu'on est en continuité parfaite avec les scrutins intermédiaires du quinquennat de François Hollande. Cette division, cette dispersion, nous l'avons eu, la gauche l'a eu aux élections départementales où il n'y a pas eu un canton ou presque en France où la gauche a été unie, aux élections régionales où dans toutes les régions nous avons eu des listes socialistes, des listes front de gauche, des listes partis de gauche parfois, des listes Europe Écologie Les Verts. Donc la présidentielle s'inscrit en continuité parfaite avec cette fois-ci un éclatement, une balkanisation, voire une implosion des forces de gauche qu'on n'a quasiment jamais vu sous la Ve République. On va entrer dans tous les détails. Hélène Pilchowski, quel est votre regard sur ce paysage émietté, une gauche façon puzzle ? Bon, la gauche est en difficulté, mais il faut quand même remarquer que ce n'est pas propre à la France seulement, hein. Il y a un grand problème idéologique de la gauche face à la situation économique mondiale, donc ce qui est la mondialisation de l'économie. Donc c'est extrêmement difficile dans un pays d'organiser, si vous voulez, une politique de gauche concrète qui puisse répondre aux attentes des électeurs et aux espoirs que la gauche suscitait auparavant. Quand la gauche se compare, elle peut se consoler un peu. La gauche, c'était, mais rappelez-vous même de la campagne de François Hollande, à chaque fin de discours, la même phrase ponctuait ses discours, c'était « Je veux réenchanter le rêve ». Ça paraîtrait totalement ridicule aujourd'hui de prononcer ce type de phrase, si vous voulez. Donc il n'y a plus de rêve, il n'y a plus rien à distribuer, on le sait très bien, il y a des contraintes terribles, la marge de manœuvre des dirigeants est extrêmement restreinte aujourd'hui. Donc il n'y a plus ce rêve de gauche qui consistait à promettre le progrès social. Tout ça, c'est fini. Donc c'est extrêmement compliqué. S'ajoute à ça, les difficultés connues par le président lui-même. Ah, ça, on va en parler. Les difficultés de sa majorité. Donc la gauche s'est émiettée. Il y a eu cette histoire des frondeurs, qui n'existait pas auparavant, si vous voulez. Donc il y a eu
quand même cette fracture de la gauche au sein de sa propre majorité pendant son quinquennat. Ça, c'est compliqué aussi, si vous voulez. Et puis, partout, maintenant, effectivement, vous avez une gauche. Je crois que c'est Manuel Valls qui a prononcé le mot de fragmentation. Ça veut dire ça part en morceaux et il n'en reste rien. On va parler en détail de tous ces fragments. Voilà. Mais d'abord, on va écouter les propos du candidat désigné chez Europe Écologie Les Verts qui, lui, appelle au rassemblement au moins de sa famille. Yannick Jadot, ce soir. Pendant la primaire, j'ai répété ma volonté de rassembler toutes les familles de l'écologie. Je veux poursuivre cette dynamique. C'est unie, ouverte, en regardant vers le grand large et les pieds sur terre, que l'écologie sera conquérante. Je veux m'adresser ce soir et tout au long de la campagne à celles et ceux qui agissent tous les jours pour la protection de l'environnement et pour une société plus juste. À celles et ceux qui aimeraient agir, mais qui n'en ont pas les moyens ou ne savent pas comment faire. À celles et ceux qui ont pu être déçus par Europe Écologie Les Verts. Je suis déterminé à ce que cette campagne soit aussi la vôtre, que vous puissiez pleinement y participer, qu'elle ouvre une nouvelle page de l'écologie dans notre pays. Maud Vergnol, il est dans son rôle, Yannick Jadot, mais est-ce que vous considérez que c'est une candidature de témoignage, au fond, vu la difficulté, c'est même un chemin de croix, il faut qu'il ait les 500 parrainages, et puis comment va-t-il peser sur l'élection présidentielle ? Ça, sur la candidature de témoignage, c'est lui-même qui l'a dit, je crois même pas à demi-mot. Donc effectivement, c'est un risque pour son parti. Moi, ce que je pense sur Europe Écologie Les Verts, la difficulté qu'ils vont avoir, surtout au-delà des stratégies d'alliance, c'est l'espace politique. L'espace politique qu'ils n'ont plus tellement. Quand on voit sur l'espace politique écologiste à gauche, aujourd'hui, il me semble que pour une majorité de citoyens qui sont un peu soucieux des questions d'environnement, Jean-Luc Mélenchon est en train d'incarner ça. Il leur a mangé la laine sur le dos. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, en tout cas, les enjeux écologiques sont dans le squelette programmatique de la France insoumise. Après, on peut saluer le fait qu'enfin, il y a des candidats à gauche qui rentrent en campagne, parce que juste un mot sur le paysage politique qu'on évoquait précédemment, ce qui est très inquiétant, moi, me semble-t-il, c'est que jusqu'à maintenant, la droite monopolisait complètement, avec les primaires, c'était aussi l'intérêt de leur calendrier, monopolisait complètement le débat public. Or, on sait que... Voilà, une campagne électorale se gagne aussi sur une victoire idéologique avant les élections. Et aujourd'hui, force est de constater que c'est la droite et l'extrême droite qui imposent leur thématique. C'est une réalité. Dans le débat public, ce qui est très inquiétant. Voilà. Christelle Bertrand, vous n'avez pas l'air d'accord, vous nous direz pourquoi, Hélène Pelichowski. Sur l'espace politique, moi je pense au contraire qu'ils l'ont parce que les questions d'environnement sont devenues extrêmement importantes. Je pense que les électeurs y sont sensibles de plus en plus. Leur problème pour moi, c'est la crédibilité. Chez les Verts, même s'ils sont sensibles à l'écologie. Et je pense que Cécile Duflot a une part de responsabilité énorme. C'est-à-dire quand on voit une ministre qui quitte un gouvernement au moment où on lui propose le ministère de l'environnement, ça pose un vrai problème de crédibilité. À quoi servent les Verts ? Quels sont leurs engagements politiques ? Quelles sont leurs convictions ? Quelles sont leurs priorités ? C'est cette question-là qui a été finalement tranchée dans le vote un peu sanglant du premier tour, où Cécile Duflot a été éliminée contre toute attente. Et aujourd'hui, la mission de Yannick Jadot va être extrêmement compliquée de rendre ce parti à nouveau crédible, à nouveau audible, et puis de le rassembler, parce que derrière, il y a des tensions humaines absolument extrêmement importante. Frédéric Dabi. Oui, je partage complètement ce qui vient d'être dit. C'est vrai que l'articulation, le défi pour Yannick Jadot, ça sera une articulation entre la gestion de cet exercice du pouvoir par Europe Écologie Les Verts. Je rappellerai, vous l'avez dit, que lorsque les Verts quittent le gouvernement au lendemain des élections municipales, une énorme majorité, on dépasse les 80, les 90% de sympathisants Europe Écologie Les Verts souhaitent le maintien au gouvernement. Et Cécile Duflot a payé auprès des militants sa participation au gouvernement et auprès des sympathisants qui ont pu voter son départ. Donc elle a perdu sur le tableau. Ce qu'il faut dire aussi, mais là ça paraît tellement loin, mais ça date d'il y a à peine 6 mois. On se souvient des velléités de l'entourage élyséen et de François Hollande de débrancher une candidature Europe Écologie Les Verts. Ça paraît loin compte tenu de la situation quasi désespérée de François Hollande, mais ça, il n'a pas réussi. Et la vraie différence, si on se réfère à ce qui se passait en 2011, où le Nicolas Sarkozy, plutôt impopulaire, avait réussi à débrancher toutes les candidatures alternatives à droite, Jean-Louis Borloo ou au centre, Hervé Morin, Christine Boutin, là, on est dans un paysage complètement contraire où il y a de plus en plus de candidatures. On parle d'une candidature d'un candidat du Parti communiste également.
On va parler maintenant de la gauche et également des socialistes. Hélène Pilichowski, encore un mot sur le paysage. On va écouter à ce sujet la réaction de l'ex-ministre Nicole Bricq, aujourd'hui soutien d'Emmanuel Macron. La gauche unie, nous n'en parlons plus. La gauche plurielle a fait son temps. Je crois qu'il faut à la France une gauche ouverte. Et Emmanuel Macron renouvelle profondément l'offre politique. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de renouveler le corpus idéologique de la gauche. On est dans une transformation du monde formidable et avec beaucoup de risques. Donc il faut un personnel politique qui soit capable d'aborder ces défis. Et je suis persuadée que l'élection présidentielle ne se remet pas à 2022. C'est maintenant qu'il faut défendre ces idées. Bye bye la gauche unie, bonjour la gauche ouverte et Nicole Bricq, incarnée par qui? Par Emmanuel Macron, selon elle. Est-ce que c'est en changeant les personnalités qu'on va rassembler la gauche? Il faut les deux. Il faut les deux parce que la crise, si vous voulez, que connaît aujourd'hui la vie politique française est due à deux phénomènes. Il y a effectivement un scepticisme à l'égard des idées classiques de la gauche, à l'égard du catéchisme marxiste. Ça paraît enterré. Ce qui se passe au Parti communiste le montre, si vous voulez. Et puis, il y a aussi une grande méfiance et une grande déception à l'égard du personnel politique. C'est-à-dire que les dirigeants ne cessent de décevoir l'électorat. À tort ou à raison, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même une mode qui consiste maintenant à démolir les dirigeants politiques, à peine sont-ils élus, si tu veux, à travers des instituts de sondage qui ne cessent de harceler l'opinion, si vous voulez. En leur disant, mais est-ce que vous l'aimez encore? Est-ce que vous... Attention, il est à moins 4, le président est à moins 4, il est à moins 3, etc. Bientôt, il va avoir une cote de popularité négative. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même une espèce de mode qui consiste ce qu'on appelle le Hollande bashing aujourd'hui. C'était la même chose. Peut-être aussi le quinquennat, le temps médiatique et politique. L'instabilité des idées, la multiplication des médias, si vous voulez, de l'offre médiatique est devenue terrifiante. Donc il faut alimenter cette offre médiatique. Il faut bien trouver des scoops, il faut bien trouver des sondages qui sont regardés. Même la presse écrite, regardez le JDD, si elle n'a pas son sondage de dimanche, on a l'impression que le JDD n'a plus rien. Il n'avait pas dimanche dernier, là, non? Oui. D'ailleurs, ça nous a étonnés. Donc voilà, si vous voulez. Donc c'est vrai qu'il y a cette mode, mais je crois que Nicole Bricq a parfaitement raison. Alors pour l'instant, on n'entend pas Emmanuel Macron. Alors c'est étonnant de voir que tous les espoirs se focalisent sur Emmanuel Macron, qui est particulièrement silencieux, mais moi je pense qu'il va sortir du bois. Alors elle parle de la gauche unie. Certains pensent la gauche unie derrière aussi. La gauche unie dans les médias, c'est fini, ça, pour l'instant. Oui, la gauche ouverte, dit-elle. Vous avez raison. Peut-être derrière Jean-Luc Mélenchon, Maud Vergnaud. Expliquez-nous comment vous analysez ce week-end le vote du Parti communiste, en tous les cas des cadres du parti, de ne pas soutenir Jean-Luc Mélenchon. Alors d'abord, on entend souvent les cadres. C'était pas que les cadres. C'est une conférence nationale où il y avait des délégués des départements. Très bien, mais pas de militants en tous les cas. Ça sera aussi des militants. Il n'y aura pas une seconde étape où les militants. Bien sûr. Déjà, la première chose à dire, c'est que c'est un premier vote. C'est une indication, je ne le nie pas, mais que c'est les communistes qui vont trancher d'ici quelques semaines. La deuxième chose, je pense qu'il y a quand même aussi très importante à rappeler, et quand on a suivi les travaux, ça frappe quand même, c'est que vous les avez suivis, je les ai suivis pour mon journal. Pour l'humanité. Quel que soit le choix qui a été fait, soit d'un soutien d'une candidature à Mélenchon, soit d'une candidature communiste qui puisse déboucher sur une candidature de rassemblement, c'est cet attachement commun à ce que leur organisation ils se mettent au service du collectif face aux dangers que représentent la droite et l'extrême droite. On a du mal à voir le collectif. Et alors justement, et donc précisément, vraiment, cet attachement-là, personne ne l'a noté, mais il y a quand même une conférence nationale qui vote à plus de 90% sur une stratégie de rassemblement, ce qui n'a pas toujours été le cas au sein du Parti communiste. Est-ce que c'est un camouflet pour Pierre Laurent ? Non, je pense que c'est pas un camouflet pour Pierre Laurent. Vous savez, c'est assez drôle. On reproche depuis des années au Parti communiste d'être un parti stalinien avec le culte du chef. Le Parti communiste, c'est un parti démocratique. Pierre Laurent a donné sa préférence. Il y a un premier vote qui a été assez ric-rac, qui n'est pas allé dans ce sens-là. Tant mieux. Ça veut dire que c'est un parti qui débat. Vous partagez cette analyse, cette manière de voir les choses à l'intérieur du Parti communiste ? J'ai le sentiment qu'il garde de fer au feu. C'est-à-dire que Pierre Laurent a effectivement annoncé qu'il souhaitait un soutien à Jean-Luc Mélenchon. Olivier d'Artigol lui dit finalement, laissons les choses ouvertes et voyons ce qui ressort de la primaire PS. Et si jamais c'était Arnaud Montebourg, on pourrait réfléchir à un soutien. Et donc, lui, son option, c'était plutôt avoir un candidat communiste dont on ne lance pas la campagne immédiatement.
on attend le résultat de la primaire du PS pour savoir si on le maintient ou si on s'efface devant Arnaud Montebourg. Et c'est un des axes forts de la campagne d'Arnaud Montebourg, de dire je suis le candidat qui pourra faire le rassemblement de la gauche, de toutes les gauches, discuter avec le Parti communiste. Jean-Luc Mélenchon sera bien obligé de s'effacer devant moi parce que je serai le mieux placé, parce que le PS n'ira évidemment pas voter pour Jean-Luc Mélenchon. En revanche, on peut espérer qu'il vote pour moi. Et il travaille énormément là-dessus. Et une partie de ses espoirs repose là-dessus. Est-ce que vous avez beaucoup entendu sur les lèvres des militants, des cadres et des délégués le nom d'Arnaud Montebourg samedi? Pas une fois, je crois. Pas une fois, je vais vous décevoir. Alors il entend des voix, c'est pas possible. Non, pas une fois. J'espère ne pas me tromper, mais j'ai pas ce souvenir-là. Par contre, sur vraiment... Pierre Laurent dit quand même, si Arnaud Montebourg était élu candidat du PS, la moindre des choses serait de discuter avec lui. Oui, mais il laisse les portes ouvertes. Oui, encore une fois, ce qui est quand même intéressant, c'est que tous sont unanimes sur le fait qu'ils mettront leur parti à disposition du rassemblement qui puisse éviter le désastre de la droite et de l'extrême droite. À partir de là, bien sûr, il y a le nom du candidat qui divise. Et effectivement, le nom de Jean-Luc Mélenchon divise. Le nom de Jean-Luc Mélenchon, il divise parce que les conditions n'ont pas été créées pour qu'il y ait une candidature de rassemblement comme en 2012 avec quand même la dynamique du front de gauche qui s'est créée. Et Jean-Luc Mélenchon, pour plein de raisons, les communistes n'ont pas tellement été aidés à faire ce cas. Il avalerait le Mélenchon Parti communiste a plutôt tout cru. détruit la stratégie du front de gauche puisqu'il s'est déclaré sans même prévenir Pierre Laurent. Et ce qui s'est passé, c'est un épisode supplémentaire des tensions entre Parti de gauche et Parti communiste français. Rappelez-vous, aux élections municipales, quasiment des insultes vis-à-vis de Pierre Laurent sur le fait, par exemple, à Paris, que les communistes se rassemblent derrière Anne Hidalgo. Il y a eu toute une série de choses. Le souvenir assez douloureux chez les adhérents et chez les leaders communistes de la campagne des législatives de 2012. On ne peut pas dire que Jean-Luc Mélenchon, en allant défier Marine Le Pen à Hénin-Beaumont et renvoyer l'ascenseur vis-à-vis du Parti communiste français qui a perdu quelques députés à quelques cinquantaines de voix qu'il aurait pu gagner si Jean-Luc Mélenchon avait fait du service après-vente. On est quand même sur un épisode supplémentaire de ces tensions fortes entre Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent, entre le Parti de gauche et le Parti communiste français. Mais vous avez raison, et je pense justement qu'il y a une majorité de communistes qui souhaitent le rassemblement, qui pensent qu'au vu de ce que vous évoquez, Jean-Luc Mélenchon ne peut plus incarner ce rassemblement. Et je pense que ce vote, vous me posiez la question, il s'explique en grande partie là-dessus, effectivement. Il y a quand même une question, parce que vous dites la majorité des communistes. Hélène Pilichowski, que représente-t-il ce Parti communiste aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas un parti résiduel qui parle de sa puissance d'antan? Le Parti communiste aujourd'hui, moi je comprends très bien que vous mettiez en avant la stratégie de rassemblement, mais c'est surtout l'opération SOS sauvetage. C'est-à-dire le Parti communiste ne souhaite pas disparaître et mourir de sa belle mort dans le giron de... C'est embêtant pour un parti bien sûr, mais c'est le risque quand même, vous savez très bien. Et Jean-Luc Mélenchon l'a très bien fait sentir, n'a pas particulièrement bien traité le Parti communiste au moment de leur union ensemble dans le front de gauche, c'est bien évident. Et ce qui menace le Parti communiste, qui n'a cessé de perdre des adhérents et de perdre des élus et des parlementaires aussi après 2012. Donc le Parti communiste qui se voit rétrécir et qui se dit si encore une fois on va sous la bannière de Jean-Luc Mélenchon, on va encore perdre des plumes, c'est évident. Et il y a donc déjà ça, bon, pour la présidentielle, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Et puis après, il y a toute la stratégie pour les investitures et c'est effectivement garder quelques sièges à l'Assemblée. Le Parti communiste est un parti qui est aussi un parti d'élus, si vous voulez, qui est présent dans les municipalités. Et qui veulent rester, qui a énormément d'élus dans les municipalités, plusieurs milliers, je crois, dans les conseils municipaux. Bon, très bien, il faudrait bien encore garder quelques sièges au Parlement. Et donc, ça, que ce soit d'ailleurs, alors, avec Jean-Luc Mélenchon qui fait sa candidature tout seul, loin du PS, c'est vrai que peut-être il a plus d'intérêt avec Arnaud Montebourg. Si d'aventure il gagnait la primaire du PS et du PS de gouvernement, à ce moment-là, ça serait un excellent partenaire. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, l'horloge tourne, tic-tac pour François Hollande et la légitimité de sa candidature est fortement remise en cause, y compris dans son camp. Et puis il y a une phrase du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Venant de lui, c'est vraiment important. Il ne nous a pas habitués aux petites phrases. On va l'écouter. C'était dimanche, hier, sur Europe 1. On l'a transformé, sa phrase. Comme je le connais bien, je respecte beaucoup, pour qui j'ai
à la fois du respect et de l'affection, n'envisage absolument pas de se présenter éventuellement contre François Hollande. Et il respecte ce calendrier, parce que c'est inscrit dans le fonctionnement institutionnel de notre pays. N'allons pas s'aborder cela. Mais à la place de François Hollande, il envisage. Si d'aventure le président de la République estimait ne pas devoir se présenter, alors, à mon avis, Manuel Valls serait naturellement, vous savez, je suis très attaché à l'institution, par mes propres fonctions, au respect du fonctionnement de la République. Il serait évidemment, à ce moment-là, je pense, le mieux placé. Voilà, c'était important d'écouter vraiment ses propos dans leur intégralité pour comprendre qu'il dit d'abord que, évidemment, Manuel Valls n'ira pas contre François Hollande, mais que si le président ne se présente pas, eh bien, il est naturel, Frédéric Dabi, que ce soit finalement Manuel Valls qui soit candidat. Mais comment vous analysez tout cela? Est-ce qu'il y a une stratégie des coups de boutoir comme ça pour, pousser cet impeachment, comme on dit, pour François Hollande? Alors, ça y ressemble. Alors, c'est vrai que vous avez eu l'honnêteté de montrer l'ensemble du propos. Donc, on est vraiment sur, d'abord, une légitimité présidentielle qui est même intériorisée par les Français. Quand dans une enquête, pardon Hélène, du journal du dimanche, il y a quelques semaines, 86% des Français ne souhaitent pas que François Hollande soit candidat à la présidentielle. Les mêmes Français, à 73 ou 74%, disent qu'ils pronostiquent qu'il sera candidat. Parce qu'il y a cette légitimité sous la Ve République que le président doit venir défendre son mandat et en solliciter un deuxième. Pour autant, j'ai envie de dire que le roi est nu, ou presque nu, compte tenu de sa situation extrêmement compliquée. D'abord, et c'est le thème de notre émission, ce paysage politique à gauche complètement éclaté. François Hollande est minoritaire à gauche. Il a à peine un tiers de satisfait chez les sympathisants de gauche. Il a 2 tiers de désapprobation dans son électorat du 22 avril 2012. Et c'est vrai que le livre a eu un effet catalyseur. Le livre de Davet et l'homme, un président ne devrait pas dire ça, a eu un effet catalyseur car ça a, enraciné des doutes très profonds qu'avaient les Français sur l'incarnation de la fonction par François Hollande. Ceci, mêlé avec l'absence de résultats, notamment sur le plan de la lutte contre le chômage, rend sa victoire, aujourd'hui, on peut le dire, quasi impossible. Sa qualification pour le second tour extrêmement compliquée. Pas un sondage de l'IFOP ou de ses confrères depuis 2 ans ne donne un second tour entre un candidat de gauche et le Front National, un candidat de gauche ou un candidat républicain. On voit très bien sa grande difficulté aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a cette logique institutionnelle que Jean-Yves Le Drian a très bien définie. Expliquez-nous, Christelle Bertrand, la stratégie des autres, des poids lourds aujourd'hui, socialistes notamment. Tous ou presque affirment que Manuel Valls est le candidat naturel, mais en attendant, Manuel Valls, il ne franchit pas le Rubicon. Il ne l'a pas franchi. Il a raison. Il a raison. Il ne faut pas qu'il apparaisse comme celui qui trahit. Il s'est inscrit dans une stratégie qui est une stratégie de fidélité envers François Hollande. Il continue à dire que si François Hollande se présente, lui n'ira pas. En même temps, on voit bien que son entourage met des petits coups, vous avez dit coups de boutoir, mais l'entourage de François Hollande aussi. Parce que vous avez passé un extrait de l'interview de Jean-Yves Le Drian. Michel Sapin, quelques jours plus tôt, avait lui-même envisagé la possibilité que François Hollande ne se présente pas et a dit, dans ces cas-là, Manuel Valls sera le candidat naturel. Moi, j'ai le sentiment que l'entourage de François Hollande est en train presque de préparer le terrain face à un François Hollande qui, lui, imagine encore se présenter, mais eux ont lu le livre. Et qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Ce livre est une bombe à retardement, c'est ce que disent les Hollandais, c'est que dans le livre, François Hollande dit à peu près l'inverse de tout ce qu'il a fait depuis 5 ans. Je prends un seul exemple, Notre-Dame-des-Landes, c'est lui qui met en place le référendum, qui va en permettre la construction. Dans le livre, il dit « Je suis contre cet aéroport ». Et je ne vais pas multiplier sur l'immigration, absolument. Je ne vais pas multiplier les exemples. Et ils se disent, mais comment va se passer cette campagne où chaque jour, on va lui rappeler qu'il a fait ça alors que dans le livre, il a dit ça. Et il ne peut pas contester ce qui a été dit dans le livre puisque les propos ont été enregistrés. Et tout le monde commence à se dire, mais est-ce que cette campagne est possible ? Comment mener cette campagne avec ce Hélène livre Filichowski, lui, il croit, il fait le dos rond. On dit que c'est la stratégie de l'édorodon. Il attend, il laisse du temps au temps. Encore, parce que bon, tout le monde a pu constater depuis le début du quinquennat qu'il a le cuir particulièrement tanné, si vous voulez, et qu'il est redoutable dans cette capacité d'encaisser les coups et d'attendre et de voir ce qui va et de regarder les pions se positionner autour de lui et de réfléchir toujours en même temps, si vous voulez, en se disant, si lui bouge comme ça,
moi je ferai ça, etc. Il adore ça, il est très bon dans cet exercice-là, si vous voulez. Mais ce qui se passe, parce que vous parlez des difficultés de la campagne, mais il y a aussi les difficultés du quinquennat suivant, parce que même si d'aventure il arrivait à se faire élire en gagnant cette primaire de la gauche et en faisant que le candidat de la droite n'arrive pas au deuxième tour, ce qui est quand même très peu probable, hein, compte tenu de toutes les informations qu'on peut avoir par les sondages. Donc c'est clair, parce qu'on dit que François Hollande est minoritaire à gauche, mais le problème c'est que la gauche est minoritaire dans le pays aussi. Donc pour arriver au deuxième tour dans le contexte actuel, pour François Hollande, c'est un double défi. Je vous fais remarquer. Bon, très bien. Donc si vous voulez, hein. Oui, voilà. Donc le quinquennat, non mais se faire élire, vous vous rendez compte, pour une fois arriver à l'Élysée, avoir au bout de 15 jours des sondages qui vont être terribles et qui vont, si vous voulez, rendre absolument impossible toute action sensée. Qu'est-ce qu'il va trouver? En train de nous dire qu'il vaut mieux éviter l'humiliation. Ce que fait son entourage, c'est que je pense que j'ai entendu Julien Drey l'autre jour, qui est un de ses proches, qui a toujours été proche, mais qui a pris un peu d'importance aujourd'hui dans sa relation avec François Hollande et ce qu'il en relate sur les médias. Il y a plus grand monde, alors il occupe l'espace. Voilà, il a repris, il est remonté un peu, en odeur de sainteté, et il disait, il n'est pas suicidaire. C'est-à-dire qu'effectivement, François Hollande attendra jusqu'à la dernière minute pour savoir, parce qu'il croit toujours en ses chances. C'est bien comme il est capable d'attendre le plus longtemps possible. Mais il n'est pas suicidaire. S'il est encore... Sauf que, Maud Vernol, oui, il y a cette stratégie de laisser, comme on dit, du temps au temps, mais plus le temps passe, plus on a l'impression qu'il y a de véritables stratégies d'exfiltration du président pour qu'il n'y aille pas quand même. Et là, on parle de poids lourd, finalement. Cette idée que Manuel Valls pourrait être candidat, elle infuse aussi peut-être au sein de l'opinion publique. Ouais, je trouve que, effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Depuis la sortie de ce livre, qui a quand même ouvert les vannes, on assiste à un espèce de spectacle de fin de règne qui est quand même assez affligeant et sordide. Tout le monde le lâche et tout le monde va le lâcher parce que... Il en reste. On peut compter les grognards. Il y a des généraux. Il ne va pas en rester beaucoup. Non, ce qui est quand même très inquiétant et ce qu'ils n'ont pas l'air tellement de réaliser, c'est que la gauche gouvernementale aura beau peut-être faire le choix de changer de visage, de choisir pourquoi pas Manuel Valls, il me semble qu'il sous-estime totalement le paysage dévasté chez les citoyens, chez le peuple de gauche, dévasté par les trahisons du quinquennat. Je pense qu'il sous-estime totalement la gravité de la crise démocratique, la gravité de la crise de la représentation politique. Et qu'ils vont s'en rendre compte lors du prochain scrutin et que ça risque de faire mal. Frédéric Dabic, parce que beaucoup disent, d'accord, Manuel Valls, mais il est aussi comptable évidemment du bilan, il est le Premier ministre, il a été ministre de l'Intérieur, etc. Quelle différence finalement, à part la personnalité et le caractère? La personnalité joue quand même, c'est-à-dire lui, on n'aura pas le soupçon de la main qui tremble, des tergiversations, mais je partage complètement ce que vous venez de dire et ça me rappelle une enquête de l'IFOP faite chaque année pour l'humanité sur l'identité de gauche. C'est vrai que la gauche est minoritaire dans le pays électoralement, mais lorsque dans cette enquête, on interroge des Français sur leur positionnement sur un axe gauche-droite, ils sont presque 47-48% à se positionner très à gauche, au centre-gauche. Il y a un problème d'offre et il y a un problème de mobilisation électorale. À chaque scrutin du quinquennat de François Hollande, à chaque scrutin intermédiaire, il y a eu une démobilisation de la gauche. La gauche est là, mais elle peine à se mobiliser car elle est très déçue. Dans cette même enquête, 3/4 des gens de gauche considèrent que la politique menée n'est pas une politique de gauche. Et là, la loi travail, même si elle tend à s'estomper maintenant qu'elle est passée, a joué un rôle assez dévastateur dans ce procès en illégitimité d'une politique de gauche. Et la question, c'est à qui cela profite? Donc la gauche, vous l'avez dit, se divise, la droite et le centre sont occupés, Christelle Bertrand à leur primaire, et pendant ce temps, c'est un silence assourdissant. De qui? De Marine Le Pen. Marine Le Pen, comment vous l'expliquez? Est-ce qu'elle attend? Est-ce qu'elle n'a qu'à se baisser pour ramasser à la pelle les voix? Elle serait inaudible aujourd'hui. Effectivement, comme vous le disiez, la droite est en pleine primaire avec ce débat formidable autour de François Bayrou. La gauche en pleine explosion. Elle serait inaudible, ça servirait à rien. Elle a raison de ne pas s'épuiser à ça, de ne pas ternir son image dans ces conflits-là. Donc effectivement, elle attend que les choses soient un petit peu fixées, de savoir qui sera le candidat de la droite à
l'élection présidentielle et la stratégie sera extrêmement différente si c'est Alain Juppé, si c'est Nicolas Sarkozy. Donc effectivement, l'année de Marine Le Pen, ce sera l'année 2017, pas avant. Et ce qui est frappant, elle l'avait prévenu d'ailleurs, dès le début de l'année 2016, elle a dit je ne parlerai, je serai extrêmement silencieuse durant toute l'année. Elle travaille. Oui, je suis entièrement d'accord. Je voudrais quand même rajouter, je sais que ça va peut-être pas plaire à ma consoeur de gauche, mais que ce quinquennat, il lui a aussi déroulé le tapis rouge. Quand on voit la désespérance dans les milieux populaires qu'il a créés, qui voulait tourner la page du sarkozysme, qui a voté au deuxième tour pour François Hollande pour plus de justice sociale, quand on voit l'explosion des inégalités, ça a préparé le terrain à l'extrême droite. Et la question aujourd'hui, et c'est ça qui va être intéressant, déterminant, c'est qu'il suffira plus de dire attention, il y a l'extrême droite. Que les gens, ils ont compris que ce qui prépare le terrain de l'extrême droite et ce qui nourrit l'extrême droite, c'est de participer au débat idéologique dans les termes tels qu'il le pose, ce qui est bien un problème. Voilà. Et ce qui fait débat aussi, avec Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, on n'a pas évoqué tout à l'heure les désaccords de fond, mais qui fait aussi débat là-dessus, et que la manière de combattre le Front National, c'est de redonner de l'espoir dans ce pays. Voilà. Et il suffira plus de dire, et je pense qu'ils ne l'ont pas encore réalisé, il suffira plus de dire attention l'extrême droite. Les gens maintenant, je pense, sont au courant de la manière dont on combat l'extrême droite, c'est de redonner de l'espoir dans ce pays. Oui, d'ailleurs, l'extrême droite a toujours. Je ne sais pas ce qui devait me déplaire dans ce que vous venez de dire. Il n'y a rien qui me déplaît. Il n'y a que le quinquennat de François Hollande a été oui, sans doute, mais sur la gauche, je vous fais juste observer que le Front National a pris toujours des voix, elle s'est toujours développée sous les gouvernements de gauche, malheureusement pour la gauche, malheureusement pour la France, sans doute, mais c'est un fait quand même. Oui, ça c'est certain. Et quand vous disiez tout à l'heure au début de l'émission qu'enfin on allait pouvoir parler un petit peu de la gauche parce que le paysage médiatique était mobilisé par la droite et l'extrême droite, il se trouve que depuis les grandes vacances, on peut dire, depuis la rentrée, comme on dit chez les enfants, on n'a pas vu, ou quasiment pas vu, Marine Le Pen. Donc rien n'a été mobilisé par l'extrême droite. Les primaires à droite, c'est un silence assourdissant. C'est autour de ces idées que s'organisent les débats politiques. Hélène Plichowski, Frédéric Dabi, les primaires à droite et à gauche, Marine Le Pen les décrit comme une sorte de bataille de chiffonniers qui contraste, dit-elle, avec le calme supposé du Front National. Est-ce que finalement le fait qu'il n'y ait pas de primaire au Front National montre que c'est un pôle de stabilité, de tranquillité apparent ? En tout cas, elle peut défendre cette idée, car le Front National est plutôt sur une logique traditionnelle et où il y a un candidat naturel qui est le chef du parti, comme à une époque, Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste, était désigné candidat à la présidentielle, ou Jacques Chirac, ou François Mitterrand. C'est vrai que de ce point de vue-là, la primaire qui peut recéder des pièges, puisque dans une primaire, entre des candidats relativement proches, il y a une double logique de surenchère, une logique de distinction, ce qui peut donner le spectacle de la division ou des affrontements. On l'a vu fortement lors du deuxième débat, et je pense qu'on le verra sans doute peut-être plus fortement lors de la primaire socialiste. De ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'elle est tort. Pour conclure, peut-être Christelle Bertrand, et mesdames, elle fait campagne sans faire campagne. Finalement, Marine Le Pen, elle se voit déjà qualifiée au second tour. Elle a raison. D'après ce que disent les sondages, elle a vraisemblablement raison. On y revient. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Elle a vraisemblablement raison de croire. Il y a des Français qui. C'est qu'elle est présente à travers les sondages. Elle va avoir, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va avoir le même problème à résoudre que finalement les autres partis politiques. C'est qu'au Front National, effectivement, c'est moins visible puisqu'il n'y a pas de primaire, mais il y a aussi une querelle sur la ligne politique. Est-ce qu'on est sur la ligne de Florian Philippot ? Est-ce qu'on est sur la ligne de Marion Maréchal Le Pen ? Moi, j'ai le sentiment que c'est pas encore tranché, qu'elle attend de voir aussi quels seront les candidats qui seront face à elle pour opter pour une des deux lignes et tenter d'en faire la synthèse, mais ça paraît compliqué, sachant que Marion Maréchal Le Pen est quand même extrêmement, présente médiatiquement et ne manque pas une occasion de réimposer cette ligne traditionnelle du Front National qui marche fort bien dans le sud de la France. Marine Le Pen observe ce paysage, notamment à gauche, divisé, fragmenté, comme vous l'avez très bien décrit. Merci encore pour ce débat et cette analyse. Merci à vous. La suite de notre émission est, c'est le sprint final. Les deux candidats vont se battre jusqu'au bout. Hillary Clinton et Donald Trump tiennent leur dernier meeting après une folle campagne. Et quel que soit le vainqueur, les conséquences économiques et commerciales pour l'Europe, pour la France, seront importantes. C'est le thème du match des idées qui opposera dans quelques instants les économistes Philippe de Sertine et Thomas Porcher. Restez avec nous, on se retrouve juste après la pause.
Ma vision de l'Amérique est celle d'une Amérique où tout un chacun a sa place. Je veux rendre à l'Amérique sa grandeur. Public Sénat et TV5 vous proposent une nuit blanche pour la Maison-Blanche. Mercredi, dès 4h du matin, suivez en direct les résultats état par état, les premières réactions. Qui de Hillary Clinton ou Donald Trump deviendra le 45e président des États-Unis? Et dès 7h30, c'est la matinale avec Sud Radio pour analyser en direct l'ensemble des résultats. Présidentielle américaine, édition spéciale, mercredi dès 4h, en direct sur Public Sénat. Public Sénat et Sud Radio créent l'événement dans Territoire d'Info. Mardi 7h30, 8h30, Nicolas Sarkozy, candidat à la primaire de la droite et du centre, sera l'invité de Cyril Viguier. Jeudi 7h30, 8h30, Alain Juppé, candidat à la primaire de la droite et du centre, sera à son tour l'invité de la matinale Territoire d'Info. Territoire d'Info, émission spéciale, mardi et jeudi dès 7h30, en direct sur Public Sénat, Sud Radio, avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant, en direct pour l'émission On va plus loin. Vos réactions, vous le savez, avec le hashtag OVPL. Et c'est l'ultime marathon pour la présidentielle américaine. Hillary Clinton et Donald Trump tiennent leur dernier meeting. Alors, quel que soit le vainqueur de la présidentielle américaine, eh bien, les conséquences économiques, commerciales pour l'Europe, pour la France seront importantes. Qu'est-ce qui pourrait changer concrètement pour nous? On en parle avec nos invités ce soir. Philippe de Sertine, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, professeur, membre du Haut Conseil des finances publiques. Avec nous également Thomas Porcher, bonsoir. Bonsoir. Membre des économistes atterrés, co-auteur de livre Introduction inquiète à la Macron-économie. Messieurs, avant de parler de la situation économique américaine et des conséquences pour nous en Europe et plus singulièrement en France, eh bien c'est le sprint final aux États-Unis. On voit tout cela avec Pierre-Henri Gergonne et Cécile Even. Dernier meeting après 575 jours d'une campagne qui restera comme l'une des plus virulentes de l'histoire américaine. 2 candidats aux limites de leurs forces et de leurs arguments. 4 villes au programme d'Hillary Clinton aujourd'hui, 4 bastions démocrates où le spectre de Donald Trump menace sur des terres qu'on croyait acquises à la candidate. Alors elle s'affiche avec le couple Obama. Hillary Clinton avoue avoir besoin des prières de ses électeurs et dit vouloir rassembler l'Amérique. Comme je l'ai dit dans les discours de ces derniers jours, je veux vraiment être la présidente de tout le monde. Les gens qui votent pour moi, les gens qui votent contre moi. Parce que je pense que ces divisions, qui ont été non seulement exposées, mais exacerbées par la campagne de l'autre camp, nous montrent que nous devons vraiment réunir le pays. Même ardeur chez Donald Trump qui veut en finir avec la corruption du gouvernement et un establishment à bout de souffle. Mon contrat avec l'électeur américain commence par un plan pour mettre fin à la corruption du gouvernement et pour arracher notre pays, et l'arracher vite, à ces groupes de pression que je connais si bien. Je veux que tout l'establishment corrompu de Washington entende les mots que nous sommes sur le point de prononcer. Quand nous gagnerons demain, nous allons nettoyer le marais. Les derniers sondages sont serrés, même s'ils donnent un léger avantage à la candidate démocrate. Les 2 adversaires que tout oppose laisseront, après des mois de meetings et des milliers de kilomètres parcourus, le sentiment amer d'une campagne où jamais l'adhésion populaire ne fut vraiment au rendez-vous. Voilà, pour cet ultime marathon. Philippe de Sertine, quel que soit le vainqueur de cette élection, est-ce qu'on ne pourra pas dire que le président ou la présidente qui sera élu sera le président ou la présidente de la première puissance économique? C'est fini. Les États-Unis n'ont plus cette place. Eh bien non, je vais à l'encontre de ce que vous dites. Non, les États-Unis sont toujours la première puissance économique du monde. Devant la Chine. Devant la Chine, oui. Et je crois que c'est important aussi pour nous occidentaux, justement, de bien comprendre que même si, évidemment, il faut regarder la Chine, il va falloir regarder l'année prochaine l'autre élection qui aura lieu, c'est-à-dire celle qui, normalement, doit reconduire le président Xi Jinping en Chine pour un second mandat. Mais cette première élection, là, cette année,
en 2016 aux États-Unis, c'est vraiment une élection capitale, bien sûr pour les États-Unis, pour le monde, mais pour l'économie mondiale sans conteste. Et on va dire la question économique a été en fait sous-jacente souvent dans la campagne, et il y aura des conséquences économiques, quel que soit, comme vous l'avez dit, le vainqueur ou la vainqueur. On va parler de ces conséquences, mais donc toujours première puissance, malgré, Thomas Porcher, un fléchissement, là, vous serez peut-être d'accord, des performances américaines ces derniers temps? Oui, mais même malgré le fléchissement, je suis d'accord, l'économie américaine reste au centre quand même de l'économie mondiale. La monnaie internationale, c'est toujours le dollar. Hein. L'économie américaine, enfin le gouvernement américain peut attaquer des entreprises, et ça a été le cas d'entreprises européennes, et notamment de la banque BNP quand elles utilisent mal le dollar. Donc il y a une puissance quand même qui est très très forte. Et l'impact de politiques économiques qui sont menées aux États-Unis ont toujours un impact au-delà des frontières américaines, et il y a des effets d'imitation même sur l'Europe et sur le reste du monde. Donc oui, c'est encore la première puissance, et de loin pour moi au niveau mondial. C'est le cas, Philippe de Sertine, oui, c'est un effet domino presque. Oui, peut-être, et je crois qu'il faut ajouter que nous sommes en train de vivre une mutation très profonde de l'économie. Elle est en train de commencer, elle a commencé même on pourrait le dire avec la crise, mais c'est une mutation qui va être vraiment fondamentale pour le monde entier, pour la planète entière. Nous ne vivrons plus pareil, alors en termes économiques, mais même vraiment des points de vue très concrets, probablement dans 10 ans par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Et l'un des endroits du monde, peut-être l'endroit du monde où ce nouveau modèle est en train de s'inventer, ce sont les États-Unis. Et là, de ce point de vue, évidemment, d'ailleurs, on voit bien dans la campagne la dichotomie qui peut exister entre le cœur du nouveau monde, c'est-à-dire la Californie, et puis peut-être justement l'ancien monde qui est aussi aux États-Unis, ne comprend pas, a du mal à suivre cette évolution, et probablement, on va dire, au cœur de la campagne Clinton-Trump, justement cette différenciation. Il est évident que la Californie ne vote pas pour Trump, mais il n'est pas certain que la Californie sera majoritaire demain. Mais est-ce que vous pensez qu'on va passer vers ce modèle sans problème, sans rupture, sans encombre aux États-Unis? C'est pas qu'on va, on est en train. On est déjà. Oui, on est en train, c'est-à-dire la mutation, on la vit dans notre quotidien, on la voit progressivement arriver, et on voit surtout qu'elle a tendance à s'accélérer. Alors, du point de vue médiatique, il y a des éléments forts qui apparaissent, comme effectivement les taxis, par exemple, qui vont soudainement être concurrencés par Uber. Donc, Uber, maintenant, c'est un mot que tout le monde connaît. Ubérisation, c'est entré dans le langage courant. À toutes les sauces, même. C'est une entreprise qui n'a même pas 10 ans. Hein, c'est-à-dire, et là, on est avec cette mutation-là, on est avec, quand je prends cet exemple, aussi les tensions qui peuvent aller avec les difficultés que ça peut représenter, mais en même temps, avec une sorte de vague de quelque chose absolument incroyable. Uber a une valeur aujourd'hui qui est supérieure à celle du premier constructeur automobile mondial. Hein, donc Uber vaut 1,5 fois Airbus. Hein, donc on doit comprendre à quel point. Alors vous me direz qu'ils peuvent perdre très très vite de la valeur s'ils vont pas bien. Ça c'est vrai. Hein, c'est très fluctuant. La nouvelle économie, elle se cherche aussi, et donc il peut y avoir, on va dire, des énormes avancées, des prises de valeur gigantesques. Puis tout d'un coup des effondrements. Tout ça est possible. Tout ça, c'est d'abord aux États-Unis que ça se passe. Des opportunités et des risques, presque une angoisse assez importante. Oui, je pense qu'il faut déjà faire un bilan là ça fait grosso modo 30 ans qu'il y a une mondialisation très forte qui a été impulsée notamment par Reagan aux États-Unis, et je pense que c'est là qu'il faut aller voir le vote pour Trump. Il y a eu quand même un conflit d'intérêts très fort entre les travailleurs qualifiés de cette nouvelle économie que vous décrivez et les travailleurs non qualifiés qui ont subi de plein fouet la mondialisation. Il y a eu des délocalisations très nombreuses. Il y a des endroits qui sont complètement détruits aux États-Unis parce qu'il y a des délocalisations au Mexique ou dans d'autres pays du monde. Chine, Mexique, voilà, beaucoup qui ont détruit vraiment beaucoup d'emplois. La mondialisation n'a pas profité à tous. Et ce qui se passe aux États-Unis, là, pour moi, c'est un signal de ce qui se passe aussi en Europe et ce qui pourrait se passer même dans les prochaines élections européennes. C'est la montée des extrêmes, du protectionnisme idiot, du racisme, des climato-sceptiques. Pourquoi vous dites protectionnisme idiot? Il est forcément idiot? Vous l'accolez Non, pour moi, il n'est pas forcément idiot. Pour le coup, là, ce sera un point de différence. C'est celui de Trump que vous qualifiez d'idiot. Je vais vous dire pourquoi. Parce que mettre des droits de douane comme ça, systématiques, alors que vous n'avez pas de substitut d'industrie qui pourrait produire ces biens sur place, c'est idiot. Vous faites payer plus cher le consommateur américain. 60% des biens qui sont importés de Chine aux États-Unis n'ont pas de substitut sur place. Donc quand vous mettez un droit de douane de 35%, vous faites payer plus cher le consommateur américain. Si vous mettez un droit de douane sur une industrie que vous avez sur place, et une industrie naissante, là vous faites un protectionnisme intelligent. Je veux dire, Donald Trump, là, il rase gratis en faisant son protectionnisme. Donc ce n'est pas un protectionnisme intelligent. Vous êtes d'accord?
Mais je crois que, de toute façon, la question du protectionnisme est vraiment la grande question qui est rentrée dans la campagne américaine. Alors, elle est arrivée, évidemment, dans le camp républicain avec Donald Trump, mais dans le camp démocrate aussi, il faut rappeler que Bernie Sanders a porté une voix, lui aussi, qui était une voix, non, on va dire protectionniste, mais même on peut aller plus loin. On est vraiment avec les termes isolationnisme, qui sont des termes qui nous renvoient aux années 30 ou à l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire vraiment un repli des États-Unis sur soi. On doit comprendre, on doit bien avoir conscience, quand on évoque justement cette mutation du modèle, à quel point il y a un côté incroyablement, on va dire, passéiste, de dire Donald Trump va au Mexique en disant on veut construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Là, on doit... C'est Kennedy, c'est John Kennedy devant le mur de Berlin en 61, en disant un mur, c'est pas possible. Les États-Unis, aujourd'hui, peuvent voter majoritairement, ou en tout cas, il y aura une partie vraiment substantielle de l'électorat qui dit ça nous intéresse. C'est incroyable au XXIe siècle, et pourtant, ça se passe dans la plus grande puissance. Mais quand il dit le protectionnisme, pour moi, c'est protéger les États-Unis du commerce mondial, et en particulier, vous l'avez dit, des importations chinoises et mexicaines qui ont effectivement détruit des emplois sur le sol américain. Est-ce que c'est choquant de voter sur cette partie-là, quelqu'un qui dit ça? Mais il faut dire la vérité, l'ouverture de nos économies a provoqué des pertes d'emplois dans certains secteurs qui ont été concurrencés par l'extérieur. Et les bas salaires, il y a eu une compression, il y a eu une pression à la baisse sur les bas salaires, notamment parce qu'on était en concurrence avec d'autres secteurs de pays beaucoup plus fragiles. Il y a eu 1 million d'emplois sur une étude qui a été faite après coup sur le traité nord-atlantique de perdus aux États-Unis parce qu'il y a eu des délocalisations au Mexique. Donc ça, il faut le dire. Et c'est là justement qu'il faut analyser le terreau. Une fois que vous le dites, vous dites que Trump a raison sur ce point? Sur ce point, oui. Mais alors attention, il faut bien faire... C'est pas grave, c'est pas honteux de dire qu'il a raison sur un point. Trump est raciste, misogyne et climato-sceptique. Donc ça s'arrête là. Pour moi, on pourrait même plus discuter avec lui. Maintenant, sur l'économie, oui, effectivement... Peut-être le prochain président, rien n'est exclu ce soir. Mais ça ne change pas qu'il est... On devra discuter avec lui. Mais il faut dire une chose, c'est déjà, les États-Unis ont une histoire beaucoup plus protectionniste que l'Europe. Ils ont été protectionnistes au XVIIIe, XIXe siècle. Aujourd'hui encore, ils dévaluent leur monnaie quand ça les arrange pour faire des barrières aux importations. Ils ont le Buy American Act, c'est-à-dire que leurs marchés publics ne sont pas ouverts aux entreprises européennes. Donc ils ont une tendance déjà protectionniste. Et je pense que ce qu'il faut tirer, c'est vraiment ce bilan de ces 30 dernières années. Hausse des inégalités, une partie des emplois qui ont été détruits par la mondialisation, et c'est ça le terreau aujourd'hui du vote de Trump. Philippe de Sertine a emmené à ce protectionnisme à tout crin, décrit par Donald Trump. Vous parlez aussi d'isolationnisme. Est-ce qu'il y a une méfiance, une aversion peut-être de Donald Trump vis-à-vis de l'Europe? On va l'écouter, alors c'est sur un autre sujet, c'est sur l'OTAN, mais ça en dit beaucoup justement sur ce rapport qu'il entretient avec l'Europe et plus singulièrement la France. Je vais longuement revenir sur l'OTAN et parler du fait que de nombreux pays ne payent pas leur dû. On les protège, ils bénéficient de toutes sortes de protections militaires sur le dos des États-Unis et sur le vôtre. Je ne veux plus de ça. Soit ils paient leurs contributions, y compris pour le manque à gagner passé, soit ils sortent. Et si l'OTAN doit voler en éclats, elle volera en éclats. Oui, non, mais par rapport à ce que nous disions, ce que vous disiez à l'instant, je crois que vous dites qu'il y a une tradition protectionniste aux États-Unis, ça a été vrai pendant un temps, mais on doit bien voir que là, aujourd'hui, on parle d'une rupture très très profonde avec Trump, des États-Unis. Je disais, ça nous revient à l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire qu'en réalité, le rôle international des États-Unis s'est affermé après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que là, on a eu le plan Marshall, on a eu justement l'utilisation du dollar, on a eu comme monnaie internationale, on a eu les accords de Bretton Woods, et en fait, on va dire jusqu'à aujourd'hui, on était encore sur cette lancée. Et là, tout d'un coup, parce que justement, c'est important, là, du point de vue géopolitique, c'est pas que d'un point de vue économique. Oui. En disant, du point de vue géopolitique, l'OTAN, en fait, va devoir réfléchir à fonctionner de manière différente. Il a été très clair en disant, le Japon et l'Europe doivent penser à réarmer eux-mêmes. C'est-à-dire en disant, ça, c'est plus notre problème. On a eu cette tentation-là des États-Unis, avec les républicains d'ailleurs, dans les années 70, avec cette phrase fameuse qui résume un peu cette question au moment où, justement, il y avait les problèmes au Vietnam, enfin la catastrophe du point de vue géopolitique vietnamien pour les États-Unis. À ce moment-là, John Connally, qui était secrétaire d'État au Trésor de Nixon, dit « le dollar et notre monnaie est votre problème oui. ». Et ben, c'est un peu ce retour-là, mais vraiment, on va dire, absolue là, que les États-Unis envisagent avec Trump. Et il y a le langage Trump, mais il y a surtout le fait que nous avons probablement presque la moitié des États-Unis, des électeurs américains, qui se retrouvent dans ce discours. C'est ça qui est important. Et là, évidemment, pour nous, en matière économique, c'est clair qu'après-demain,
après l'élection, eh bien les choses ne seront plus totalement comme avant, quel que soit le candidat élu. C'est important. Quel que soit le vainqueur, déjà, on peut dire que la donne a changé. Absolument. Pour nous, en Europe, oui. Et je pense qu'il faudra tirer ces leçons, et même aux États-Unis, et y compris en Europe, comme vous le dites, parce que voilà, le champ, finalement, de politique économique qui a été appliqué sous Bush et même Obama a été, en fait, le champ était très faible de variation. Vous voyez, et donc, finalement, pour les Américains... Vous voulez dire qu'il n'y a pas eu de rupture entre eux, qu'ils ont presque mené la même politique. C'est pas la même chose, finalement, les inégalités ont continué à augmenter très fortement. Il y a une partie, 1% des Américains récupèrent 20% du revenu national. Donc, c'est quand même énorme. Donc, les inégalités ont continué à croître. Et finalement, pour une partie des Américains, ils sont en dehors des radars. Et si on ne leur offre pas une alternative, il ne faut pas s'étonner après qu'ils soient tentés par des discours extrémistes. Et c'est aussi valable en Europe, en France, avec 20% au Front National, mais Viktor Orban en Hongrie, et ainsi de suite. Donc c'est important aujourd'hui de pouvoir parler à une partie de la population à laquelle les politiques économiques ne s'adressent plus. En tous les cas, les deux candidats, Trump et Clinton, ne sont pas si éloignés que cela, Philippe de Sertine, en termes de finances publiques, parce que les deux se moquent, et ça doit vraiment vous fâcher peut-être de laisser filer les déficits. C'est une réalité. Alors, on va dire vraiment... Avec des nuances. Oui, beaucoup plus fortement Trump. On est probablement dans une logique où Trump, lui, notamment avec les avantages fiscaux qu'il veut octroyer à, on va dire, toute l'économie américaine, à tous les acteurs, aussi bien aux personnes qu'aux entreprises, on sera probablement là, si jamais Trump passe et qu'il applique son programme, avec vraiment une augmentation colossale de la dette américaine. On revient à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire, au fond, cette logique que Hillary Clinton a reprise elle aussi. Et là, c'est intéressant évidemment de voir comment les choses ont évolué, parce qu'il faut rappeler quand même, elle a été secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères pendant 4 ans de Barack Obama, donc solidaire de la politique d'Obama. Obama a eu à contrer un certain nombre de problèmes avec les républicains, notamment sur la question justement du déficit public. Il y a eu une énorme contraction de la dépense publique, qui d'ailleurs à un moment donné a été une contraction automatique, puisqu'il n'y avait pas d'accord entre le Congrès et la Maison-Blanche, et finalement on appliquait un plan automatique de réduction drastique de la dépense publique, qui s'est traduit d'ailleurs notamment par beaucoup, par exemple, de coupes. C'était complètement... C'était notamment des coupes aberrant, dans l'armée, notamment. C'est notamment quelque chose sur lequel Trump réagit fortement. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Hillary Clinton, du fait notamment de la poussée, on va dire inattendue aussi dans le camp démocrate de Bernie Sanders. Il faut dire à quel point cette campagne a été surprenante. Eh bien, a été obligée de revoir tout un tas de choses, alors y compris sur la question du protectionnisme, y compris sur la question de la dépense publique. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que les États-Unis demain, eux, vont avoir la possibilité de se financer par le dollar. Et je crois que c'est évidemment ça, la grande différence qui est celle avec tous les autres pays du monde. C'est que pour les États-Unis, la planche à billets, elle est naturelle. Oui, mais alors quelles conséquences pour nous ? Parce que Thomas Porcher, s'il laisse filer les déficits, la Banque centrale américaine va remonter ses taux d'intérêt. Et chez nous, en Europe, on va peut-être prendre le même chemin, particulièrement en France. Peut-être c'est ce que vous espérez, contrairement à Philippe de Sertine. Moi, je pense qu'il ne faut pas que la fin, ce soit la réduction des déficits. La finalité, pour moi, c'est la fin très loin. Vous la voyez très loin. Non, mais pour moi, c'est la croissance et la relance et l'investissement dans des infrastructures utiles. Hein. Je dis utiles, ce n'est pas des infrastructures inutiles. Notre-Dame-de-Lande, pour moi, c'est inutile. Infrastructures utiles, c'est des infrastructures qui ont un lien avec la transition énergétique qui doit être financée. Donc la baisse des déficits pour soutenir l'économie, pour moi, c'est pas un problème. Et les Américains ont souvent joué avec ça. Alors même s'il y a eu des périodes, comme vous l'avez dit, où il y a eu des coupes très drastiques du budget, mais ils ont su jouer au déficit, par exemple, pour financer leur reprise économique que nous n'avons pas fait en Europe. Donc ça, pareil, je trouve ça plutôt une bonne nouvelle, que le déficit ne soit pas un horizon et que l'horizon ce soit autre chose que le déficit, et la croissance et l'investissement. Alors est-ce que ce serait une bonne nouvelle si ça arrive en France ? Je vous laisse répondre tout de suite. On va d'abord écouter, c'est la candidate, d'ailleurs, c'est la seule femme à la primaire de la droite et du centre, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui y est favorable. Bruxelles, en effet, on a demandé régulièrement des délais. Mais c'était pourquoi ? C'était pour dépenser de l'argent sans faire de réforme. Évidemment qu'on a l'impression, ils ont l'impression qu'on laisse filer les choses. Évidemment que ça fait peur à Bruxelles. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse voter un plan dans lequel, du même mouvement, on fait voter des réformes structurelles d'un côté, et de l'autre côté, on baisse les impôts et les charges sur les entreprises. Ça veut dire que transitoirement, on creuse le déficit. Transitoirement, on creuse le déficit. On n'a pas le même problème entre les États-Unis et la France. C'est-à-dire, si vous voulez, le vrai problème, c'est que nous ne sommes pas maîtres de notre destin et de notre dette si, notamment, les taux montent.
alors que les États-Unis vont avoir une capacité, eux, de gérer la politique monétaire, y compris au niveau mondial, et de l'imposer au reste du monde. C'est ça l'énorme différence. Alors ce qui est vrai d'ailleurs, il faut le noter, c'est que les États-Unis ont aujourd'hui un énorme déficit, non pas public, mais déficit d'équipement public. Le président qui va être, ou la présidente qui va être élue demain, va d'abord avoir à remoderniser l'équipement américain, qui est vraiment un problème absolument crucial. Ça a été évoqué à plusieurs reprises dans la campagne par l'un et l'autre candidat, et même dans les deux campagnes des présidences, pour les présidentielles dans les grands partis avant. C'est une catastrophe aujourd'hui l'équipement public, et donc là il y a un énorme chantier, mais évidemment ce chantier ne doit pas être financé par l'économie mondiale. Et en particulier, par exemple, ceux qui regardent ça avec beaucoup d'attention, ceux qu'on évoquait tout à l'heure, sont les Chinois notamment, qui disent « nous ne sommes pas là pour financer notamment, on va dire, la politique hasardeuse que pourraient avoir les Américains ». Alors en particulier, si c'est Trump qui est dans une logique de fermeture du commerce international, dont la Chine serait sans aucun doute l'une des victimes. Et à vous écouter, ce qui est passionnant, c'est qu'on a déjà l'impression que la donne a changé, alors qu'on ne connaît pas encore finalement le scrutin. Moi, je ne pense pas que la donne... Enfin, oui, la donne a changé parce qu'il y a un avertissement très grave, là, de ce qu'on peut avoir dans la première puissance mondiale. C'est-à-dire quand même un candidat qui arrive à aller aussi loin avec des propos aussi fous dans la première puissance mondiale. C'est ça l'avertissement. Donc oui, il y a un changement de donne. Maintenant, si Hillary Clinton passe, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Ça va continuer. Et là, je pense que la prochaine fois, on peut avoir un extrême qui passera. Si on tire pas les conséquences et qu'on ne fait pas les politiques publiques et sociales nécessaires pour qu'enfin il puisse y avoir de l'ascenseur social aux États-Unis et que les classes les plus modestes ne souffrent pas, et ben, je pense que la prochaine fois, ça passera. Et là, c'est un avertissement très fort, y compris pour l'Europe. Je crois qu'on a eu plein d'avertissements aux États-Unis, notamment la montée en puissance du Tea Party, qui avait fait exploser le Parti républicain et dont Trump est finalement un peu l'héritier. Souvent, j'ai des collègues américains qui nous disaient on a un peu un 21 avril 2002, nous aussi, avec Trump, sauf que oui, il est à quasiment 50%. C'est quand même la grosse différence. Et donc là, on est, oui, avec un certain nombre d'avertissements très forts qu'envoient les grandes populations occidentales. D'une certaine manière, on peut relier cette élection en beaucoup de points à ce qui s'est passé au Grande-Bretagne, au Brexit, c'est-à-dire on est bien dans cette idée de fermeture, dans cette idée de crainte de l'étranger, peur de l'étranger, cette idée ensuite qu'on doit resserrer le péris sur lui-même, retrouver les grandeurs passées, etc. Il y a beaucoup d'éléments qui se rapprochent là quand on est en train de les regarder, lorsqu'on les analyser, et on est aussi évidemment avec des conséquences sur l'économie mondiale qui sont des conséquences extrêmement hasardeuses, à commencer par l'Europe et à commencer par la France. Il faut se souvenir, les États-Unis, c'est notre deuxième partenaire après l'Allemagne, c'est important. On a tenu à avoir ce débat avec vous ce soir sur les conséquences économiques et commerciales. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour ce débat. Dans quelques instants, c'est le grand entretien avec le diplomate et spécialiste de géopolitique Yves Aubin de la Messusière. Nous parlerons notamment de Syrie et d'Irak. Mais d'abord, le tour d'horizon de l'actualité politique du jour. Yannick Jadot remporte la primaire d'Europe Écologie Les Verts avec 54% des voix face à Michel Rivasi. Il représentera le parti pour la présidentielle de 2017. Les écologistes viennent de me désigner comme leur candidat à l'élection présidentielle. Je veux les en remercier chaleureusement. Je veux remercier évidemment aussi Michel Rivasi, Cécile Duflot et Karima Delli pour la qualité de cette primaire. Ces dernières semaines, nous avons su démontrer notre respect mutuel et la force du projet que nous portons. Ensemble, avec les militantes et les militants d'Europe Écologie Les Verts, avec toutes les personnes qui croient en l'écologie politique, nous allons construire la campagne présidentielle comme une aventure collective. Polémique. Nouveau couac au sein du gouvernement à propos du TES, ce fichier qui contiendra les données personnelles des Français. La secrétaire d'État au numérique, Axelle Lemaire, dénonce un décret pris en douce par le ministère de l'Intérieur. Le Conseil national du numérique fait part de sa préoccupation. Il demande la suspension de la mise en œuvre du fichier. Bernard Cazeneuve assure pour sa part que toutes les garanties avaient été prises pour protéger les données des Français. Environnement. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes pourrait ne pas voir le jour. Le rapporteur public a demandé aujourd'hui l'annulation des arrêtés de construction de l'aéroport. Ces arrêtés ne respectent pas le code de l'environnement. Une centaine d'espèces protégées seraient menacées. La Cour administrative d'appel, qui suit généralement les avis du rapporteur public, devrait se prononcer sous 15 jours.
primaire à droite. Si vous pensez que la France est dans une situation très difficile, alors vous pensez comme moi. Et si ce diagnostic sombre que nous faisons de notre pays et de son déclassement, si ce diagnostic vous le partagez, alors l'alternance que nous voulons, c'est une alternance forte. Si on pense que les problèmes que nous avons à affronter ne sont pas des problèmes difficiles, alors on peut partir pour une alternance molle. Territoire. Le gouvernement veut remodeler Paris en supprimant le statut départemental de la capitale et en fusionnant les 4 premiers arrondissements. Cette fusion, souhaitée par Anne Hidalgo, est loin de convaincre les élus de droite de Paris. Derrière la fusion de ces 4 arrondissements, il y a d'autres découpages électoraux qui peuvent avoir lieu. C'est un début, pour commencer. Deuxièmement, c'est une loi de circonstance, c'est-à-dire qu'à quelques mois de la perte du pouvoir, on veut consolider l'un des derniers bastions, je dirais, du pouvoir sortant et à faire un aménagement sur mesure à Madame Hidalgo. La question du statut du Grand Paris, cette fois, s'est également invitée dans la primaire de la droite. Alain Juppé et Nicolas Sarkozy sont d'accord sur un point, la suppression de la métropole. Elle avait été pourtant votée sous le mandat de l'ancien président et remaniée par la gauche en 2015. International. Le Maroc accueille la 22e conférence sur le climat, 3 jours après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. Ségolène Royal a passé le flambeau au ministre marocain des Affaires étrangères, Salaheddine Mezouar, et a fixé 2 priorités, mettre en œuvre l'accord de Paris et soutenir le continent africain. Sur les 50 pays les plus meurtris par le réchauffement climatique, 36 se situent en Afrique subsaharienne. D'ici 2050, la population sur ce continent va doubler et atteindre plus de 2 milliards d'habitants. Une course contre la montre est désormais engagée. Et c'est l'heure de la revue de presse. On découvre ensemble les unes de vos quotidiens demain, des unes aux couleurs américaines, Ouest France avec le jour J, la démocrate Hillary Clinton ou le républicain Donald Trump à l'issue d'une campagne belliqueuse. Plus de 220 millions d'électeurs sont donc appelés aux urnes ce mardi. La Croix, une fracture américaine. Les Américains sont appelés aux urnes pour élire leur président après une campagne éprouvante. Le choc des 2 Amériques, c'était la une du Figaro. Et enfin, Libération, autre une, le grand flip avec le profil de Donald Trump, élection américaine, la violence inouïe de la campagne présidentielle aux États-Unis qui laissera sans doute beaucoup de traces. Voilà pour cette revue de presse. Tout de suite, c'est le grand entretien pour aller plus loin. Mon invité ce soir est diplomate, expert en géopolitique, ambassadeur dans de nombreux pays. Il a été en poste en Djamena au Tchad, Tunis en Tunisie, Bagdad en Irak. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date qui s'intitule Monde arabe, le grand chambardement chez Plomb. Bonsoir et bienvenue, Yves Aubin de la Messusière. Bonsoir. Alors l'actualité en ce moment, on va commencer bien sûr par cela, c'est la bataille de Mossoul en Irak et les opérations d'encerclement qui ont commencé aussi à Raqqa en Syrie, l'autre fief du groupe terroriste État islamique. Ce sont des batailles, Yves Aubin de la Messusière, qui s'annoncent longues, malgré des avancées réelles. Ce ne sont pas des blitzkrieg. Il faut s'attendre à des batailles qui vont être étalées sur le temps. Oui, certainement. Cela va durer des mois et des mois, étant bien entendu que la perspective, c'est que l'État islamique, Daesh, sera bouté en dehors des principales villes d'Irak et de Syrie. Mais c'est d'abord la bataille de Mossoul là, qui a commencé il y a déjà quelques semaines, préparée de longue date. Mais aussi, il faut le dire, avec une... Quel est l'état d'esprit de la population à Mossoul, qui est une population sunnite et qui a subi les exactions des chiites et des milices chiites qui ne sont pas très loin. Les Américains ont demandé au gouvernement de Bagdad de les mettre un peu de côté, mais on les voit qu'ils avancent, qu'ils sont, je pense que c'est du côté de l'Est. Et donc là, il y a de nouveau un risque d'exactions comme celles qui ont été commises il n'y a pas si longtemps à Falloujah. Alors voilà, c'est cette incertitude
Et donc c'est encore une fois, comme Alep et comme peut-être demain à Raqqa, les populations qui vont souffrir. Bien sûr. En Irak, à Mossoul, les forces irakiennes, en partie formées par les Français, avancent dans cette immense ville avec les Kurdes. Mais en Syrie, Yves Aubin, pour Raqqa, nous n'en sommes pas là, mais quand il faudra mener l'assaut final, qui va le mener, sachant que la Turquie ne veut pas que ce soit les Kurdes qui soient sur le terrain, qui marchent, si j'ose dire, sur Raqqa. Est-ce qu'on est face à un puzzle géopolitique d'une complexité Oui, on est face incroyable. à un puzzle d'une complexité. C'est ce qui explique que finalement ce conflit dure. Et c'est là où on s'est trompé. Les géopoliticiens, les diplomates, les experts, pensant que le régime d'Alep, de Damas, allait s'effondrer. Donc 5 ans après, il est toujours là. Même s'il est très affaibli, il ne tient que par le soutien de la Russie et aussi des Iraniens. Alors la bataille de Raqqa, c'est la capitale politique de l'État islamique. C'est une ville qui est moins importante que Mossoul, 200 à 300 000 habitants. Et avec beaucoup d'ailleurs de djihadistes qui sont étrangers. Donc là, le sentiment de la population, on a l'impression, est différent que celui de Mossoul. Parce qu'il y a un sentiment d'une forme d'occupation, parce qu'ils sont des milliers et des milliers comme étant les exactions que l'on sait. Alors le problème est de savoir, il y a donc l'avant-garde en quelque sorte de la bataille qui s'annonce à Raqqa, ce sont ce qu'on appelle les forces démocratiques syriennes, qui sont... qu'on peut considérer non pas comme arabo-kurdes, mais comme kurdo-arabes, où les Kurdes sont majoritaires, et il y a toujours la volonté d'étendre leur influence et d'étendre leur territoire, ce qui pose un véritable problème à la Turquie, qui souhaite intervenir, comme elle souhaite aussi intervenir dans la bataille de Mossoul, qui souhaite intervenir à Raqqa. Et là, évidemment, il y a une opposition du gouvernement irakien. Alors, il y a des discussions avec les Américains, et pour éviter que donc la Turquie soit un nouvel acteur qui crée encore davantage la complexité. On a l'impression qu'on a les mains liées parce que dans le même temps, on ne dit rien sur les dérives de l'autocrate Erdogan parce que sur place, dans cette région, on a besoin de lui. C'est le cas? On a les mains liées? On a les mains liées parce que, oui, c'est l'Europe, les mains liées en particulier, en raison même de la question des réfugiés. La Turquie est un grand acteur régional qui a eu beaucoup d'ambiguïté dans sa politique au début, dans sa lutte contre Daesh, qui a laissé rentrer un des nombreux combattants étrangers de l'État islamique via la frontière, maintenant qu'il la contrôle, qui occupe une partie du territoire. Il faut le voir aussi, il y a une autre politique de la Turquie qui veut... Son objectif premier, c'est pas tellement Daesh, c'est d'éviter qu'il y ait une forme d'autonomie kurde. Une sorte de Kurdistan. De Kurdistan, donc, qui serait une terre refuge pour le PKK. Parce que la contradiction encore, c'est que le Front démocratique syrien, donc composé de forces kurdes, qu'on appelle les forces de protection du peuple kurde, sont liées au PKK, reconnues comme une organisation terroriste, non seulement par les Turcs, mais aussi par la communauté internationale et les États-Unis. Or, les États-Unis aident donc le Front démocratique syrien, et donc finalement... Il y a une guerre de mouvement géopolitique. Il y a une guerre de mouvement, beaucoup de désordre, beaucoup d'interrogations, ce qui va rendre la bataille de Raqqa encore beaucoup plus difficile. Et pour nous, j'allais dire, une fois que les batailles de Mossoul et de Raqqa seront gagnées, on l'espère, mais une fois que sur le plan militaire, territorial, on aura vaincu Daesh, est-ce qu'on pourra dire, Yves Aubin de la Messuvière, que c'est la fin du groupe État islamique? Non, certainement pas. D'abord, il a une grande capacité aussi de se projeter sur d'autres territoires. Là, on s'est aperçu il y a quelque temps qu'il est au Yémen, alors que c'était une terre plutôt d'Al-Qaïda. On en parle peu. Il y a des poches de Daesh au Yémen? Oui, absolument. Donc ils commettent des attentats, notamment à Aden. Ils sont aussi sur beaucoup d'autres territoires. Aussi. Il y a la Libye, ils sont encore présents. C'est en Asie, c'est un peu partout. Et alors, finalement... On peut se poser la question que la perte de territoire de Daesh, qui est une nécessité, et qui, donc, on y arrivera à bout, très probablement, compte tenu des moyens qui sont engagés. Mais cela amènera peut-être l'État islamique de se projeter aussi, notamment en Europe, et d'organiser des territoires. Voilà, donc il suffit de donner quelques instructions, orientations générales, par Internet, par les réseaux sociaux, pour qu'il y ait des attentats, qu'ils soient organisés au nom de Daesh, ou alors... Il pourrait y avoir un peu plus tard une mutation de Daesh. Comme il y a une mutation entre Al-Qaïda et Daesh, il y aura une mutation de Daesh. Vous voulez dire que le poison de l'idéologie, malheureusement, cette idéologie djihadiste, là, n'est pas encore terminé. Donc la bataille est idéologique, elle est politique. Bien sûr. Et notamment, je parle de l'Irak, c'est très important, pour éviter de nouveaux déboires, c'est qu'il y ait
une politique inclusive du gouvernement de Bagdad, ce qui n'a pas été le cas. C'est-à-dire, parce que les sunnites, là, ils se trouvent pris entre le gouvernement, disons, irakien, il y a les milices chiites, et puis il y a aussi donc les Kurdes. Voilà, donc c'est... Vous avez été en poste, Ivo Banamsir. J'étais ambassadeur en Irak, mais à une autre époque. Bien sûr, mais aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe... Alors c'est le grand désordre, c'est le grand chambardement. C'est le grand chambardement. Voilà. Et bien justement, on arrive à votre livre. On va parler d'ailleurs plus en détail peut-être. Nous sommes 5 ans après le déclenchement de ce qui a été appelé les printemps arabes. Il y a beaucoup de désillusions, bien sûr. L'ensemble de la région fait face à d'immenses défis. Mais est-ce que dans ce grand chambardement, est-ce que vous considérez qu'il y a un pays qui s'en tire plutôt bien, où il y a une stabilité politique? Est-ce que c'est la Tunisie? Oui, c'est pour ça que je consacre un chapitre qui s'appelle « La singularité tunisienne ». On peut dire qu'à ce stade, la Tunisie a réussi sa transition démocratique. Elle est face à d'énormes difficultés, le risque terroriste, parce que la Libye, c'est aussi une terre de refuge pour des djihadistes tunisiens qui sont très nombreux. Donc il y a une perspective de retour. C'est comme en France, c'est comme en Europe. Là, il y a un risque. Il y a aussi donc la difficulté économique, l'effondrement du tourisme. Mais sur le plan politique, là, il y a une réussite à l'évidence. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un pays assez peu peuplé, 11 millions d'habitants. Il y a une population assez homogène, à la fois sur le plan religieux et sur le plan ethnique. Donc ce n'est pas du tout la complexité du Proche et du Moyen-Orient. Et puis, il n'y a pas d'intervention étrangère. Ça, c'est important. Donc, c'est une... et puis, il y a aussi, ce qui est très important, c'est le rôle de la société civile. Et aussi, il y a ce que j'appelle pour la Tunisie, ça pourrait être appliqué à d'autres pays, une culture du compromis. Donc, il y a eu un compromis qui n'a pas eu lieu, malheureusement, en Égypte, parce qu'il y a un retour à l'autoritarisme, et un compromis entre les différentes forces politiques, et notamment avec Nahda, qui a su évoluer à temps, qui s'est transformé en parti civil. Et voilà. Justement, puisque vous parlez d'eux, entre autres, et puis des frères musulmans en Égypte, il y a eu beaucoup d'interrogations au début des révolutions arabes sur un supposé soutien, une politique de soutien des États-Unis à l'islam politique, donc en Égypte aux frères musulmans et en Tunisie au mouvement Ennahda. Est-ce la réalité? Il y a des discours d'Hillary Clinton où elle dit que ça peut être une opportunité. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que les États-Unis, et peut-être aussi la France, ont cru à cet islam politique dans ces pays? Alors, ils ont cru lorsque ces révolutions en Tunisie et en Égypte étaient autonomes et ne dépendaient pas d'aucune force politique. Il y a une captation, en quelque sorte, de ces mouvements que j'appelle, pour les distinguer des mouvements islamistes radicaux, des mouvements islamo-conservateurs. Et pour eux, le modèle, c'est la KPE de Erdogan. Voilà. Mais tout ça n'a pas réussi. Ça a été donc un échec. Et donc on peut dire qu'il y a plutôt un échec de l'islam politique. Et alors les États-Unis, donc effectivement, beaucoup comptaient. Ce qui crée encore cette crispation et ce malaise dans la relation, qui est pourtant tout à fait nécessaire entre l'Égypte et les États-Unis, c'est le fait que les Américains ont soutenu donc les frères musulmans. Et voilà, donc, alors pour la Tunisie, puisque vous parlez de la Tunisie, je pense, contrairement à ce qui a pu être dit, il n'y a eu aucune influence américaine. Il y a beaucoup de rumeurs, l'ambassadeur des États-Unis se déplaçant au palais de Carthage pour convaincre Ben Ali de partir. Non, ce n'est pas la réalité. Est-ce que, quand par exemple, plus largement, Tunisie ou Égypte, est-ce que cette expression, parce que vous ne l'employez pas vous personnellement, d'islamiste modéré, qu'on a entendu dans la bouche d'Hillary Clinton ou encore de l'ancien ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, est-ce qu'elle vous paraît utilisable, j'allais dire? Est-ce qu'en elle-même, c'est un paradoxe? C'est pour ça que je parle de ces mouvements islamo-conservateurs, donc dans le modèle, comme je le disais, la KPE de Erdogan, qui sont parvenus au pouvoir, disons, par des processus, mais totalement démocratiques. Ça a été le cas en Tunisie, où on a vu dans une première phase Nahda l'emporter. Ça a été le cas aussi en Égypte, les frères musulmans. On peut l'expliquer pour des raisons, disons, historiques, très implantées, mieux organisées, alors qu'il n'y avait pas de leadership dans les différentes révolutions, qui étaient des révolutions citoyennes, avec des ressorts qui étaient communs, d'ailleurs, dans l'ensemble des pays arabes. Et alors voilà, donc, cet islam politique n'a pas complètement disparu. Il y a eu, par exemple, prenons le cas du Maroc, là aussi, on peut dire, comme la Tunisie, il y a une forme de cohabitation entre le Marzen
c'est-à-dire la monarchie, qui a quand même l'essentiel du pouvoir, et le Parti pour la justice et le développement, qui est un mouvement islamiste dont la matrice, finalement, peut être assez éloignée, et ce sont les frères musulmans. Mais on peut dire qu'il y a un échec de l'islam politique dans sa capacité à pouvoir gouverner. On le voit, échec sur le plan politique et échec aussi sur le plan économique. Et vous êtes plutôt optimiste. Alors là, je ne parle pas du Moyen-Orient, du Proche-Orient, je parle plus du Maghreb, puisque vous dites, page 220 de votre livre, hormis la Libye, au défi de la construction d'un État qui restera durablement instable, eh bien le Maghreb devrait évoluer vers la stabilité, en dépit des menaces terroristes et des tensions récurrentes entre l'Algérie et le Maroc. Donc malgré le chaos libyen, malgré la menace terroriste, malgré tout cela, vous voyez peut-être un chemin de crête de stabilité? Un chemin de crête de stabilité. Je vois le Maghreb. C'est pour ça que j'ai failli appeler mon livre, plutôt que Monde arabe, les mondes arabes. Il y a quand même une personnalité maghrébine. Il y a une conscience maghrébine. Alors les pays du Maghreb central, ne parlons pas de la Libye, qui était un pays à part, même à l'époque de Kadhafi, très bien, qui se reconstruira, mais ça demandera du temps. Mais entre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, là, on peut constater une certaine stabilité, même si chacun des pays a ses propres difficultés. On voit en Algérie, il y a eu aussi le printemps, mais qui a eu ses limites parce qu'il y a le souvenir de cette guerre civile qui a fait des centaines et centaines de milliers de morts. Et puis le Maroc, je crois qu'il y a eu la sagesse, on peut le dire aussi pour revenir au Proche-Orient, c'est le cas de la Jordanie, d'anticiper, disons, ces mouvements. D'intégrer le jeu islamiste au pouvoir. De les intégrer et ensuite de faire les réformes, notamment les réformes constitutionnelles, qui montrent que là, il y a des avancées. Yves Aubin-Lemessier, j'ai rappelé que vous avez été en poste dans différents pays, arabes notamment, puis africains également. Aujourd'hui, vous n'avez plus de droit de réserve, comme on dit, je suppose. Comment vous jugez la politique arabe de la France? D'abord, est-ce qu'il y a une politique arabe de la France? Vaste sujet. Lorsque j'étais en responsabilité, directeur Afrique du Nord, Moyen-Orient, à aucun moment, dans les très nombreuses notes que je suis resté 4 ans que j'ai pu faire, je n'ai jamais parlé de la politique arabe de la France, qui avait un sens à l'époque du général de Gaulle, parce que nous étions en rupture avec l'Égypte. On était en rupture aussi, il y avait la guerre d'Algérie. Donc il fallait reconstruire une politique vers les pays arabes. C'est pour ça qu'il était légitime qu'il y ait une politique arabe de la France. Mais les choses ont beaucoup évolué. On peut avoir une politique pour le Proche-Orient, sur le conflit israélo-palestinien, je consacre un chapitre, pour le Maghreb, qui est notre proximité. C'est pour ça que j'évoque souvent la priorité Maghreb dans notre relation. Et voilà, donc... Oui, mais vous comprenez ma phrase. Oui. Est-ce qu'il y a une vision... Alors, le problème... Ce monde arabe aujourd'hui, actuellement, porté par ce gouvernement, par ce pouvoir. Non, je pense à la fois, effectivement, le gouvernement français, mais disons l'Europe, parce qu'il ne peut pas y avoir de politique, la France, même si elle a eu un rôle précurseur, en quelque sorte, de proximité, précurseur sur le conflit israélo-palestinien, sur la reconnaissance de l'OLP, etc., sur beaucoup d'autres dossiers, c'est moins le cas, là, actuellement, ça, il n'y a pas de doute. Et... effectivement, il manque, on le voit bien, une vision politique d'ensemble sur les différents conflits, Irak, Syrie, sur aussi la relation avec les pays du Maghreb. Et c'est le cas aussi de l'Europe, on l'a bien vu dans la crise, dans la question des réfugiés, où l'Europe, alors même qu'on a parlé de l'Union pour la Méditerranée, où est l'Union pour la Méditerranée, qui est un projet français à l'origine. Mais qui a volé en éclats avec la fin des gouvernants ou dictateurs qui étaient en place. Alors, il en reste des structures, et c'est pour ça que j'appelle, et c'est la conclusion en quelque sorte de mon livre, à une refondation de cette relation avec la Méditerranée qui ne doit pas s'arrêter aux questions des réfugiés, aux questions... Effectivement, la conclusion, c'est vraiment un appel vibrant pour vous. Pas l'avenir, mais en tout cas, il y a une relation étroite, indispensable entre la France, l'Europe et la Méditerranée. Il ne faut pas tourner le dos à la Méditerranée. Il ne faut pas tourner le dos à la Méditerranée, c'est notre proximité immédiate. Nous avons des intérêts, nous ne sommes pas les seuls. C'est pour ça que je prône aussi le développement de ce qu'on appelle le dialogue de proximité avec la Méditerranée occidentale, ce qu'on appelle, bon, c'est le jargon des diplomates, le 5+5, et avec justement les pays du Maghreb, normalement aussi avec la Libye, et puis les 5 pays donc, du sud de la Méditerranée, la France, l'Italie, l'Espagne, Portugal et Malte. Et là, il y a un développement nécessaire parce que l'Union pour la Méditerranée, bien, compte tenu des désordres qui existent là au Proche-Orient, de l'absence de toute perspective de solution
du conflit israélo-palestinien. Ça peut être ce pôle de stabilité. Voilà, et ça peut être un laboratoire en quelque sorte pour l'avenir. Voilà. Il faut y réfléchir dès maintenant. Pour éviter que le grand chambardement ne s'élargisse encore. Merci Yves Aubin de la Messillière. Merci pour votre analyse. Je rappelle le titre de votre livre qui est Chez Plomb, Monde arabe, le grand chambardement. On arrive presque à la fin de cette émission et comme d'habitude à présent, ce sont les moments choisis, le best-of sur Public Sénat. Si vous voulez me poser la question en me disant est-ce qu'il y a une cohérence dans l'attitude de Nicolas Sarkozy, je ne suis pas sûre de pouvoir vous répondre par l'affirmative. J'ai fait alliance avec Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris, j'ai fait alliance avec Valérie Pécresse en Île-de-France, et au fond ça a été, elle le dit elle-même, déterminant pour gagner la région et faire que l'alternance arrive. Donc on voit bien qu'il y a deux discours. On a d'un côté le discours de Nicolas Sarkozy, mais je pense que ce discours il est quand même révélateur de quelque chose, c'est-à-dire j'ai le sentiment qu'il veut se replier au fond sur son noyau dur, comme on dit. En tous les cas, il y a un peu une perte de nerfs parce que pour attaquer, pour avoir autant de violence, etc., je trouve que tout ça n'est pas à la hauteur du moment. Il y a quelques mois, il travaillait encore pour les grandes plateformes de livraison à vélo. Une course effrénée dans laquelle il a failli se perdre. Il y a un moment où voilà, on se pose, on réfléchit, et on s'aperçoit qu'en effet, oui, ce boulot-là, c'est un boulot de dingue et qu'on n'est pas du tout indépendant, quoi. Enfin, c'est pas nos clients, c'est pas notre nom qu'on porte sur nous. Et un jour, je passe un coup de fil à un ami qui est juriste et j'appelle ce juriste et je lui explique ma façon de travailler. Il me dit, mais Jérôme, t'es salarié, en fait. Pour Jérôme, c'est le système entier qu'il faut changer. Alors moi, je veux combattre l'ubérisation du vélo parce que les plateformes numériques veulent en faire un truc sale socialement, alors que le vélo peut être un truc génial, un outil de travail magnifique. Je rappelle qu'il y aura une primaire à gauche le 22 et 29 janvier. Donc c'est ça le moyen démocratique et apaisé de pouvoir désigner le candidat de la gauche à la présidentielle. Souhaitez-vous que François Hollande soit candidat pour pouvoir s'expliquer à la primaire? Moi, je ne le souhaite ni... Benoît Hamon le souhaite. Je ne le souhaite pas, mais je n'ai pas non plus à le... C'est à lui d'en décider. Si vous voulez qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, pour moi, la question... François Hollande appartient maintenant au passé. Alors justement, l'avenir... Et donc je considère... appartient au passé. François Hollande appartient au passé. Et maintenant, la gauche doit tourner une nouvelle page. Et cette nouvelle page, elle doit commencer avec la primaire de la gauche. Louise, la nounou, a tué les 2 enfants parce qu'elle les aimait trop. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous dire pourquoi en une phrase, pour plein de raisons. Voilà, non, mais je veux dire pour plein de raisons mystérieuses. Finalement, le livre essaye de faire une espèce d'enquête sur ce qui a mené Louise à cet acte-là. Moi, ce que j'ai aimé, c'est comment Leïla installe peu à peu, par petites touches, un théâtre de la cruauté. C'est-à-dire peu à peu, on sent une angoisse qui monte et elle attire son lecteur. Elle attire son lecteur dans une espèce d'atmosphère qui peu à peu nous happe dans le pays de toutes les terreurs. La perte d'un enfant, c'est quand même ce qui terrifie tout le monde. Ces quartiers sensibles, l'élu les connaît bien. Elle préside Côte d'Azur Habitat, un important bailleur social dans la métropole. Bonjour mesdames. En réunion publique au Moulin ce jour-là, la question des ascenseurs est au programme. Dominique Estrosi Sassone est venu répondre au ras-le-bol des habitants. L'ascenseur était arrêté pendant près d'un an de l'année dernière à cette année. L'ascenseur impair. Ça permet aussi aux gens d'être considérés, de savoir qu'il n'y a pas des quartiers qui sont abandonnés par rapport à d'autres quartiers et que les habitants, eh bien, ils ont droit au même traitement, quel que soit l'endroit où ils habitent, où ils travaillent. Le projet de loi lui-même est scandaleux parce que Paris, on a mis des années à avoir des droits communaux comme dans les autres communes de France. Et là, le gouvernement, en catimini, d'une manière illégitime, parce qu'on n'est plus qu'à 2 mois de la fin de la législature, veut modifier le statut de Paris et faire un régime d'exception. Un régime d'exception qui permettra toutes sortes de tripatouillages électoraux, dont celui de la fusion des 4 arrondissements de Paris. Et
Et on arrive à la fin de cette édition. Merci encore de votre fidélité. Demain, votre rendez-vous matinal, c'est Territoire d'info, émission spéciale avec comme invité Nicolas Sarkozy, 1 heure d'édition. Quant à moi, je vous retrouve à 22h avec plaisir. Belle fin de soirée en notre compagnie.